Au début de son invasion à grande échelle de l'Ukraine, la Russie était considérée comme la deuxième armée la plus puissante du monde, derrière les États-Unis pour sa force militaire. Elle était censée être une force irrésistible, une machine impitoyable et d'une efficacité brutale, submergeant et anéantissant toute opposition sur son passage. Mais en Ukraine, la réputation de la Russie s'est effondrée. Son armée prétendument toute puissante n'a pas seulement échoué à atteindre ses objectifs, elle a aussi subi des pertes inimaginables. Même ses unités les plus élites ont été anéanties, laissant les commandants humiliés du Kremlin dépendre de troupes mal entraînées, mal préparées et totalement démotivées, simplement pour maintenir un semblant de contrôle sur le front. Voilà jusqu'où est tombée la soi-disant deuxième armée la plus puissante. Au cours de sa guerre contre l'Ukraine, elle a subi des pertes sans précédent, à une échelle jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Bien que les estimations varient selon les sources, la plupart s'accordent à dire qu'environ 1,3 million de soldats russes ont été tués ou blessés. Aucune armée ne peut supporter ce genre de pertes, pas même l'armée russe. Et malgré une population massive de plus de 143 millions d'habitants, ainsi que des campagnes de recrutement très efficaces, ayant permis au Kremlin d'ajouter des dizaines de milliers de soldats chaque mois. De façon assez constante, les pertes ont eu un impact majeur sur la force et la structure de l'armée. Alors que des centaines de milliers de soldats ont été renvoyés chez eux dans des cercueils, ou si grièvement blessés qu'ils étaient devenus inaptes au combat, les commandants russes ont dû régulièrement reconstituer leurs unités. Certaines brigades ont en fait dû être restructurées à plusieurs reprises. Avec l'augmentation des pertes, la Russie a compris qu'elle manquait d'infanterie pour poursuivre ses opérations en première ligne. Elle a donc pris des mesures drastiques en intégrant des troupes d'élite à ses unités de fusiliers motorisés. Soudain, certains des soldats les plus entraînés et compétents de l'armée russe se sont retrouvés en première ligne lors des assauts. Cela inclut les forces aéroportées russes, les parachutistes de la VDV, les soldats des forces spéciales, les spetsnaz et les fusiliers marins russes, c'est-à-dire l'infanterie navale. Ces troupes d'élite sont généralement affectées à des missions spéciales adaptées à leurs compétences uniques. Ils n'ont pas l'habitude d'être traités comme de la chair à canon et d'être envoyés à l'assaut, en première ligne sans l'équipement adéquat et l'appui blindé nécessaire pour les soutenir. En conséquence, malgré tout leur entraînement et leur expérience, ces trois unités spéciales ont toutes été décimées depuis. Les VDV par exemple, ont été considérés pendant de nombreuses années comme l'une des meilleures forces de parachutistes au monde. Ces soldats sont souvent mis en avant dans le marketing militaire russe, les vidéos de propagande et les campagnes de recrutement. Avant la guerre en Ukraine, ils avaient connu un parcours exceptionnel couronné de succès. Qu'ils opéraient en Tchétchénie, en Géorgie ou en Syrie, ces redoutables parachutistes accomplissaient toujours leur mission. Souvent déployés en avant ou derrière les lignes ennemies, pour mener des attaques surprises, s'emparer de sites stratégiques et perturber les lignes de ravitaillement ennemies. Ils facilitaient l'arrivée de troupes plus nombreuses. Cela s'est produit lors de la deuxième bataille de Grozny ou de la prise de l'Ossétie du Sud. Il était donc logique que la Russie tente d'utiliser les VDV de la même manière lors des premières phases de sa guerre contre l'Ukraine. En effet, dans les premiers jours du conflit, des rapports font état du déploiement de parachutistes russes à l'aéroport de Hostomel à Kiev. On peut supposer que leur mission était de contrôler l'aéroport, limitant la capacité de l'Ukraine à contrer l'invasion du Kremlin dans les airs. Malheureusement pour eux, cette mission ne s'est pas déroulée comme prévu, et est devenue un tournant majeur qui a remonté le moral des Ukrainiens, pas des Russes. Parce que l'Ukraine avait anticipé que les parachutistes du Kremlin cibleraient Hostomel, qui se trouve à moins de 10 km ou 6 miles de la capitale Kiev. Ainsi, lorsque les parachutistes ont atterri, les troupes ukrainiennes les attendaient. Pris en embuscade et encerclés de tous côtés, les VDV ont perdu des centaines d'hommes en quelques jours, et ce n'était pas leur seule perte. Des rapports ont également confirmé d'importantes pertes parmi les VDV, lors d'autres grandes batailles pour des régions et des localités disputées, comme Zaporijia, Avdiivka et Pokrovsk. Le nombre de parachutistes russes tués en Ukraine reste inconnu, car les estimations varient selon les sources, mais il est sans doute élevé. En 2023 par exemple, les services de renseignement de la défense britannique ont cité une déclaration officielle du colonel général russe Mikhail Taplinsky, qui a déclaré que 8500 parachutistes avaient été blessés, et qu'environ 50% des 30 000 soldats aéroportés russes avaient été tués ou blessés dans le conflit. C'était en 2023. Depuis lors, d'innombrables autres Russes ont perdu la vie, ou ont été grièvement blessés en Ukraine, y compris les forces VDV, et il en va de même pour les spetsnaz.
Ces soldats des forces spéciales, réputés mondialement, figurent parmi les plus redoutables de la planète. Ils ont une longue tradition d'opérations clandestines, d'actions directes, d'opérations de libération d'otages, de sabotage et de missions de reconnaissance. En même temps, les Spetsnaz n'ont pas vraiment un parcours sans faute. Ils ont été impliqués dans plusieurs échecs assez spectaculaires au fil des années, comme la tristement célèbre prise d'otages du théâtre de Moscou en 2002, où des terroristes tchétchènes ont pris plus de 900 otages au théâtre Dubrovka à Moscou. Après 57 heures de confrontation, les Spetsnaz ont utilisé un gaz soporifique dans le système de ventilation du théâtre, neutralisant terroristes et otages. 40 terroristes inconscients ou autrement neutralisés ont été exécutés, mais plus de 130 otages sont également morts, principalement à cause du gaz. Cela est arrivé seulement 6 ans après une autre prise d'otages ratée en 1996 qui impliquait également des militants tchétchènes, ayant initialement pris en otage plusieurs milliers de personnes. Les forces Spetsnaz et les forces fédérales sont finalement intervenues avec des unités d'artillerie et des hélicoptères de combat pour bombarder le site de l'incident, au moins 26 otages étant morts lors de la fusillade qui a suivi, laquelle a également anéanti tout un village. En bref, malgré leur réputation redoutable, les Spetsnaz ont souvent été associés à de la désorganisation et de l'imprudence. Jetés dans une guerre déjà désorganisée en Ukraine, ils avaient peu de chances de survivre. Selon les fuites du Pentagone en 2023 environ, 900 opérateurs Spetsnaz ont été initialement déployés en Ukraine. 775 ont été tués ou blessés. Depuis lors, il est probable que d'autres soldats des opérations spéciales aient été envoyés mourir sur les lignes de front en Ukraine. Mediazona rapportant en 2025 qu'au moins 1 millier d'entre eux ont péri. Les fusiliers marins russes ont aussi peiné à avoir un impact réel sur la guerre en Ukraine, subissant de lourdes pertes lors de nombreux affrontements. Encore une fois, il s'agit de l'une des forces d'élite de la Russie. Les fusiliers marins, ou l'infanterie navale, comme on les appelle à Moscou, ont joué un rôle de premier plan lors de divers assauts côtiers à travers l'histoire. Ils ont acquis une expérience précieuse en Syrie, par exemple, avec des unités comme la 40e, la 61e, la 155e et la 810e, qui ont atteint un statut presque légendaire parmi leurs pairs. Au début de la guerre, on s'attendait à ce que ces unités soient décisives sur le front sud, où la Russie tentait de pénétrer en Ukraine depuis la mer d'Azov et la péninsule de Crimée. Pendant un court moment, ils ont été à la hauteur de ces attentes. Ils ont subi des pertes, mais ont participé à d'importants assauts amphibies, qui ont permis à la machine de guerre russe d'encercler et de prendre Mariupol. Mais plus le temps passait, plus la situation empirait pour les fusiliers marins. Dans le Donbass et les régions du sud, par exemple, ils ont commencé à subir de lourdes pertes, ce qui a conduit à la reconstitution de ces brigades autrefois emblématiques. La 810e, par exemple, a dû être restructurée à plusieurs reprises, après avoir subi des pertes à Mariupol, Kherson, Koursk et Zaporizhia. La 155e a connu un sort similaire, certaines estimations suggérant qu'elle a subi pas moins de 8 restructurations distinctes, ce qui en fait l'une des brigades les plus éprouvées et meurtries de toute la guerre, une véritable ombre de ce qu'elle était autrefois. Mediazona, qui s'est avérée être une source assez précise et fiable pour suivre et confirmer les pertes russes à travers les avis de décès officiels, affirme que plus de 2200 fusiliers marins ont été tués au cours des 4 premières années de la guerre. Pour mettre cela en perspective, il convient de noter que les États-Unis ont perdu environ 2400 soldats au cours de 20 ans, pendant leur guerre en Afghanistan. Les pertes des troupes d'élite russes sont énormes et ont fortement affecté la campagne, car leurs pertes pèsent bien plus que celles de simples recrues. Ces soldats des forces spéciales ont des années d'expérience au combat. Dans la plupart des cas, ils ont consacré toute leur vie à l'armée, et font partie de ceux qui sont les plus prêts à risquer leur vie pour leur patrie. Ils iront plus loin que les autres, fonçant tête baissée dans les combats les plus féroces, menant l'assaut et ouvrant la voie à ceux qui les suivent. Mais la Russie est très vite en train d'en manquer. En fait, il n'en reste presque plus. Mais avant d'expliquer ce que cela signifie et comment cela affecte l'état général de l'armée russe, vous regardez The Military Show. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. N'importe quelle armée dans le monde aurait du mal après avoir perdu autant de ses meilleurs opérateurs. Et la Russie ne fait pas exception. Quand les troupes de première ligne meurent ou sont blessées lors d'assauts suicidaires, les commandants du Kremlin n'y prêtent pas vraiment attention. Ils recrutent aisément d'autres hommes, les forment rapidement avec un entraînement basique, leur donnent un fusil puis les envoient attaquer de nouveau. Mais des unités comme les VDV, l'infanterie navale et les Spetsnaz sont loin d'être aussi faciles qu'aux à remplacer. Même si le Kremlin trouve des personnes compétentes,
Il manque de temps pour former correctement la future génération de soldats des forces spéciales. Un rapport du Small Wars Journal indique que les nouvelles troupes spécialisées russes reçoivent probablement la même formation accélérée que le reste de l'armée, risquant ainsi des pertes supplémentaires parmi des opérateurs essentiels que le Kremlin ne peut se permettre de perdre. Et ce n'est pas tout. Après de lourdes pertes, les 3 forces d'élite évoquées dans cette vidéo ont commencé à rompre les rangs. Elles ne sont plus aussi structurées ni disciplinées qu'auparavant. Les 155e et 810e brigades de la garde d'infanterie navale ayant toutes deux été accusées de crimes de guerre. Il a été signalé que ces fusiliers marins ont utilisé des substances chimiques interdites et exécuté brutalement des prisonniers de guerre ukrainiens. Les parachutistes sont également impliqués, certains étant apparemment mêlés au tristement célèbre massacre de Boutcha en 2022, au cours duquel des civils ont littéralement été massacrés dans les rues. En outre, les doctrines soviétiques dépassées favorisant la micro-gestion au sommet privent les commandants d'unités d'élite de l'autorité et de la liberté pour optimiser l'utilisation des troupes restantes. Cela crée une culture de méfiance qui, combinée à de lourdes pertes, ne fera qu'entraver la progression de la Russie sur le champ de bataille. Avec autant de pertes à gérer, la Russie pourrait devoir utiliser de l'infanterie régulière dans des rôles spécialisés, même si ses soldats manquent de compétences et d'expérience. De nouvelles recrues pourraient rejoindre rapidement la brigade Spetsnaz pour compléter les effectifs, tandis que les VDV sont lancés dans des assauts sur la ligne de front. En résumé, l'armée russe est dans un chaos total, et il n'y a aucun espoir que la situation s'améliore de sitôt. En effet, même si l'on regarde au-delà des unités d'élite comme l'infanterie navale et les Spetsnaz, le reste du personnel russe n'est tout simplement pas au niveau requis pour gagner cette guerre. De plus en plus, ces soldats ne sont pas seulement mal entraînés ou sous-équipés, mais absolument inaptes au combat à tout point de vue. Des rapports évoquent l'envoi en première ligne de personnes en phase terminale, amputées, ainsi que de condamnés et de minorités ethniques trompées ou soumises au chantage pour s'engager dans cette guerre. La Russie a également cherché dans d'autres pays pour renforcer ses rangs, recrutant des mercenaires africains et suppliant la Corée du Nord d'envoyer aussi des soldats. En conséquence, les statistiques montrent qu'en 2026, l'armée du Kremlin progresse à peine sur de nombreux fronts. Ces avancées sont d'une lenteur embarrassante, et elle perd même du terrain dans certaines zones alors que les contre-offensives ukrainiennes prennent de l'ampleur. Et quand on regarde le type de personnes que le Kremlin envoie se battre, et plus important encore, le type d'officiers commandants qui sont placés à la tête de ces soldats, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Parce que plus le temps passe dans cette guerre, plus les commandants russes deviennent brutaux et cruels. Il y a maintenant des centaines de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, montrant la dépravation de ces hommes, qui n'ont aucun scrupule à torturer, maltraiter, exploiter et même tuer les soldats sous leur commandement. Certains sont enfermés dans des cages ou attachés à des arbres, d'autres sont électrocutés ou agressés sexuellement. Des rapports mentionnent des soldats jetés par paire dans des fosses et forcés à se battre à mort. De nombreux soldats subissent également de terribles blessures au front, mais on les oblige à rester et à continuer de se battre au lieu d'être évacués pour recevoir des soins médicaux ou d'être démobilisés. Les commandants exigent souvent des taxes quotidiennes ou les cartes bancaires de leurs soldats. Ceux qui refusent sont torturés ou punis, par exemple envoyés en première ligne lors de la prochaine attaque. Des vidéos montrent des hommes ligotés, battus et forcés de se déshabiller en sous-vêtements dans le froid, ou envoyés combattre avec des jambes cassées, avançant en boitant sur des béquilles, sans espoir de survie sauf si un soldat ukrainien compatissant les épargne. La machine de guerre du Kremlin est un repère immonde de torture, de corruption et de criminalité, et la situation ne fait qu'empirer. Des messages divulgués envoyés à un site web du gouvernement russe révèlent le désespoir des recrues russes et de leurs familles. Au cours d'une seule période de 6 mois, le site web a reçu pas moins de 12 000 plaintes, accusant les commandants de corruption et de violence envers leurs propres hommes. La chercheuse russe Alexandra Arkhipova a passé au crible la masse de messages documentant les tactiques barbares utilisées par ses officiers, notant que beaucoup n'hésitent pas à recourir à la torture pour soutirer de l'argent à leurs soldats. Arkhipova ajoute qu'un grand nombre de soldats aujourd'hui, dont beaucoup ont rejoint la guerre parce qu'ils viennent de milieux pauvres et voulaient gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de leur famille, sont contraints de céder jusqu'à 80% de leur salaire simplement pour rester en vie. Les recrues se voient effectivement offrir un choix, payer ou mourir. Les commandants ont même établi leur propre liste de tarifs.
2000 $ pour qu'un soldat devienne opérateur de drone, évitant ainsi les assauts en première ligne. 6000 $ pour servir à l'arrière, encore plus loin des zones de combat en première ligne. Ou la somme ahurissante de 12 000 $ si quelqu'un veut être démobilisé pour raison médicale. Le pire, c'est que comme l'économie russe va si mal, et que les Russes ordinaires en subissent les conséquences, les personnes les plus valides continueront de s'engager et de recevoir ce genre de traitement, comme l'explique Arkhipava. La situation en Russie, d'un point de vue économique, est très mauvaise. Les pauvres, ils sont devenus pauvres, alors ils partent à la guerre. Les impôts montent, et c'est devenu un vrai problème de savoir quoi acheter pour le dîner. C'est le prix de la guerre. C'est une situation misérable pour les recrues russes, mais c'est aussi un signe inquiétant pour l'armée du pays dans son ensemble. Avec de telles pertes, autant de corruption et un moral aussi pitoyable, comment le Kremlin peut-il espérer atteindre ne serait-ce qu'un seul de ses objectifs déclarés, sans même parler de gagner cette guerre? Pour l'instant, il semble croire que le seul choix est de jeter toujours plus d'hommes dans le hachoir à viande. Mais, comme le souligne Seth Jones du Centre d'études stratégiques et internationales, ce n'est pas une stratégie gagnante. Je pense que les Russes jugent cette stratégie la moins mauvaise grâce à leur avantage numérique, mais cela cause des pertes historiques. C'est inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Les pertes sont maintenant si extrêmes que la Russie manque en fait de place pour enterrer ses morts. Pendant ce temps, les autorités désespérées du pays en sont venues à flouter les images des cimetières militaires dans une tentative pathétique de cacher la dure et laide réalité de la situation. Cela ne peut pas continuer. Ce n'est pas viable. La Russie le sait, et les données le prouvent. En effet, au cours des premiers mois de 2026, des rapports ont révélé que le Kremlin a finalement commencé à perdre plus de soldats qu'il n'était capable d'en recruter. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir, à l'exception d'une mobilisation générale, pour augmenter ses effectifs, allant d'incitations financières de plus en plus importantes et absurdes à la tromperie des étudiants avec des vidéos de recrutement trompeuses. Mais cela ne fonctionne pas. Et l'Ukraine devient de plus en plus forte, avec des drones plus meurtriers, davantage de missiles longue portée, et un moral sans cesse amélioré alors que ses forces continuent de se retrancher et de défier les Russes sur tous les fronts. Bientôt, les commandants de Kiev espèrent infliger jusqu'à 50 000 pertes à la Russie chaque mois. Leurs homologues russes sont trop occupés à extorquer et torturer leurs propres hommes pour se soucier de l'évolution de la guerre. L'équilibre des forces est en train de changer, et la Russie se trouve du mauvais côté de l'équation. Découvrez comment l'Ukraine exploite son avantage dans cette vidéo, montrant comment les soldats de Kiev ont incendié des régions russes avec des attaques de drones à longue portée visant l'infrastructure pétrolière. Ou regardez cette vidéo pour voir comment même Vladimir Poutine a dû admettre que les choses ne se passent pas exactement comme prévu, alors qu'un nombre croissant de Russes voit clair dans ses mensonges. N'oubliez pas non plus de vous abonner à The Military Show pour plus d'éclairage, d'analyses et d'infos de dernière minute à ne pas manquer.